Avez-vous l'habitude de suivre cet événement chaque année? C'est une belle façon démocratique de montrer au monde comment un pays peut procéder afin d'obtenir le peuple entier, d'écouter les gens qui sont issus de tous les milieux du peuple. Comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine en matière de lutte contre la pauvreté? Des ponts, des autoroutes, des voies ferrées sur plus de 10 000 km et cela c'est sur un terrain complètement hostile. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Ça commence par un premier 15 tonnes qu'on a vu en 2021 et cette année il y aura 20 000 tonnes et ainsi de suite, ça va s'accentuer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. L'année 2022 marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Et nous sommes actuellement en pleine période des deux sessions, la grande réunion annuelle politique de la Chine. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir à cette occasion Monsieur l'ambassadeur de Maurice en Chine, Alain Wang, pour parler de ces deux sessions et des relations bilatérales entre la Chine et Maurice. Et quel regard porte-t-il sur les relations entre la Chine et Maurice? Quels sont les thèmes qu'il va suivre le plus près? Nous en discuterons tout de suite en sa compagnie. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Yuan. Bienvenue dans notre émission Rencontre. Les deux sessions de la Chine 2022 viennent de démarrer et chaque année, les deux sessions sont l'occasion pour le peuple chinois d'offrir des conseils et des suggestions sur tous les aspects du développement de la Chine. Avez-vous l'habitude de suivre cet événement chaque année et quels sont les thèmes abordés lors des deux sessions 2022 qui vont le plus retenir votre attention? L'année dernière était la première fois. Je suis arrivé en Chine en 2020, en début 2020, juste après la pandémie, allons dire, et puis il n'y a pas eu de deux sessions. Et donc j'ai eu la chance l'année dernière, et vraiment c'était quelque chose que pour la première fois, je vois cette telle organisation à travers un pays énorme. Et donc tous les ambassadeurs étaient invités, et j'étais parmi, et je suivis, j'essaie de comprendre comment cela se passe. Et je trouve que c'est une belle façon démocratique de montrer au monde comment un pays peut procéder afin d'obtenir le peuple entier, d'écouter les gens qui sont issus de tous les milieux du peuple pour être là, pour être écoutés, pour discuter les affaires du pays. Et donc, j'étais très content de pouvoir voir comment un pays avance et qu'est-ce qu'a été le secret aussi de cet énorme développement que la Chine a connu en quelques années. Je voudrais savoir quels sont les thèmes abordés lors des deux sessions 2022 qui vont le plus retenir votre attention. Les thèmes qui seront sûrement abordés sera donc le thème sur l'environnement, l'enjeu environnemental, sur la pandémie, sur donc, la santé du peuple, parce que pendant les deux sessions de 2015, quand je suivis dans le passé, et je suis retourné en arrière, rien n'avait prévu que le monde allait vivre ce que nous avons vécu ces deux dernières années. Et ce qui veut dire, aujourd'hui, je suis certain que la Chine va réfléchir dessus et qu'il y aura beaucoup de discussions comment faire afin de mitiger et de pouvoir continuer cette progression économique tout en maintenant cette balance pour l'environnemental. Et donc, pour moi, ce qui va me retenir dedans, comment la Chine va continuer à pouvoir sa croissance, sur sa lancée de sa croissance économique, tout en maintenant cette balance écologique, donc pour le respect de la nature. Le président Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que la démocratie est la valeur commune de toute l'humanité et un concept important auquel le Parti communiste chinois et le peuple chinois ont toujours adhéré. Et la démocratie est utilisée pour résoudre les problèmes que souhaite résoudre le peuple. Donc, comment jugez-vous le rôle des deux sessions pour faire avancer de manière positive le progrès démocratique?
Mais déjà, le monde extérieur, quand nous sommes extérieurs, les gens ne veulent même pas comprendre quand ils entendent le Parti communiste, ce qui est vrai parce que nous avons d'autres pays qui n'ont pas réussi à comprendre, à faire travailler le communisme. Mais par contre, la Chine a parfaitement réussi. Et donc, c'est important d'aller se poser la question, mais pourquoi la Chine a réussi ou d'autres ont échoué? C'est parce qu'ici, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple qui est mis en avant. D'ailleurs, les gens qui sont élus au National Congress Party, et donc ces gens sont issus des fermiers, des livreurs, des ouvriers, et en même temps avec cette balance, avec des gens intellectuels, des avocats, des médecins, et qui se penchent ensemble et se mettent ensemble dans le même comité d'apporter donc leur voix dans le Parlement avec tout l'ensemble des décideurs du pays. Et c'est certain donc que c'est un pays qui écoute tout le monde et chaque personne a la chance de pouvoir être écoutée. Et c'est cette façon même de procéder qu'aujourd'hui, c'est un peuple qui est majoritairement, sinon dans l'ensemble du pays, que nous avons un peuple qui d'ailleurs qui est fier de son gouvernement et de sa façon de diriger. L'épidémie de Covid-19 a infligé de lourds dommages à l'économie mondiale et depuis ces dernières années, la croissance stable est devenue l'un des termes qu'on utilise souvent quand on parle de l'économie chinoise. Donc, comment comprenez-vous ce terme de croissance stable? Bon, la Chine a beaucoup de chance d'avoir un peuple qui est discipliné. Et pour avoir cette croissance stable, nous avons vu que donc, tous les commerces ont continué à exister très rapidement en Chine. La Chine, à travers seule, presque en autarcie, arrive à continuer sa croissance. Avec 1,4 milliard de personnes, la Chine, dans son ensemble, chaque Chinois est un consommateur. Donc la Chine peut, pendant très longtemps, se contenter de son commerce, son économie intérieure. Mais bien sûr, la Chine aujourd'hui, avec l'Afrique, qui s'ouvre, un grand partenaire, un autre continent avec 56 pays, de pouvoir commercer, de pouvoir avoir des échanges, il y aura une croissance économique incroyable qui va continuer donc au-delà de la pandémie, après la pandémie, et je suis certain de ça. Vous avez été ministre de l'Environnement et ministre de l'Intégration sociale de Maurice. Donc, comment jugez-vous les résultats obtenus par la Chine en matière de lutte contre la pauvreté? Écoutez, les 3 dernières années de mon mandat en tant que ministre, j'étais ministre de l'Intégration sociale. Et là, c'est un secteur auquel je peux parler. J'ai eu le privilège, la chance d'être au plus près avec ceux qui sont dans donc, la Poverty Alleviation en Chine, de travailler ensemble. Et pour moi, ce n'était pas étonnant que la Chine ait pu, avec 10 ans d'avance sur son programme, d'éliminer l'extrême pauvreté. C'est le seul pays au monde, la seule, allons dire, organisation au monde, qui pourrait aller investir à un très long terme. Ils ont été investir dans les contrées les plus retirées de la Chine, auxquelles j'étais témoin, d'aller construire en moins de 4 ans des ponts, des autoroutes, des voies ferrées sur plus de 10 000 km. Et cela, c'est sur un terrain complètement hostile, tel que les montagnes, les vallées. Donc, c'est 10 000 km, de plus de 10 000 km de routes, d'autoroutes, de voies ferrées ont été construits à travers montagnes et vallées. Ce qui veut dire que c'est des autoroutes qui sont faites à travers tunnels et des ponts. C'est vraiment exceptionnel. Et là, on sait qu'il y a... Et d'aller dans ces contrées, dans le fond du pays, où il n'y a pas grand monde, mais seulement c'est les minorités qui sont là, et d'aller mettre ces personnes en communication physique. Aujourd'hui, nous voyons donc toutes ces parties qui étaient retirées de la Chine sont connectées avec toutes les grandes villes facilement grâce
à ces infrastructures qui ont été mises en place. Et donc pour moi, ce n'était pas étonnant. Quand j'ai vu cela, je dis bravo la Chine d'avoir réussi. Et c'est là que d'autres pays doivent réfléchir que l'infrastructure, c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'il faut y faire. Et ce n'est pas étonnant que nous avons vu que le président américain a mis dans son budget un énorme budget pour l'infrastructure afin d'essayer de rattraper. Bon, c'était donc l'exemple qu'ils ont voulu suivre sans le dire. Et que pensez-vous des efforts actuels de la Chine pour atteindre les objectifs de sa politique de prospérité commune? On ne pense pas seulement à aider ceux qui sont déjà sur place, les grandes industries qui sont présentes, de les aider, bien sûr. Il y a des grandes facilités pour la recherche, par exemple en Chine, mais aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance du tout, qui étaient très loin. Et donc, ça devient donc le bien commun aujourd'hui que tout le monde puisse profiter de ce que la Chine a fait. Chaque Chinois ici a le droit de progresser et d'avoir la même chance, s'il a l'idée, s'il a la volonté de travailler, il arrive à réussir à percer. J'ai vu personnellement un couple que je rencontrais dans une conférence à Hainan. En moins d'1 an, ce couple est devenu multimilliardaire. Parce qu'ils ont eu la volonté, ils ont eu l'idée, ils ont commencé avec des moyens modernes de vente en ligne, mais ils sont devenus multimilliardaires. Donc c'est un peu le miracle chinois, et que des étrangers, j'ai envie de souligner qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Chine. Je rencontrais ce jeune homme britannique à Shanghai, qui m'a raconté son histoire, qui est arrivé en Chine avec moins de 100 livres sterling dans sa poche. C'était un moment où il est arrivé en Chine, il y avait le SARS, donc c'était en 2005 environ, et tout le monde fouillait la Chine. Lui, il est arrivé parce qu'il voulait faire quelque chose de personnel. Il est arrivé en Chine, avoir terminé ses grandes études en Angleterre, et aujourd'hui c'est pareil, c'est quelqu'un qui est un multimilliardaire. Il me dit, mais malheureusement, le monde extérieur n'arrive pas à voir. Et il a ramené, depuis, je le rencontre assez fréquemment quand je vais à Shanghai, et dans ces entreprises qu'il a fait en Chine, et ses enfants parlent chinois parfaitement aujourd'hui, ses enfants sont nés ici, et il a ramené d'autres compatriotes irlandais, anglais, des Américains qui viennent voir et qui viennent s'investir et qui comprennent la Chine, qui comprennent comment ce bien commun est mis à la disposition de tout le monde d'avoir accès. Quel regard apportez-vous sur le développement et les transformations de la Chine au cours des 10 dernières années? Et selon vous, quels sont les facteurs qui expliquent ces changements et ces transformations? D'abord, je viens de le souligner, le gouvernement a la chance que vous avez un peuple discipliné. Dans son ensemble, c'est un peuple discipliné qui suit le mouvement. Si on dit qu'il faut faire quelque chose, je prends donc ce métaphore à travers, parce que moi je fais beaucoup de sport, d'équipe, beaucoup pratiquer le sport. Quand on a un entraîneur, un capitaine, il faut le suivre. Que vous l'aimez pas, vous êtes en équipe, il faut le suivre. Du moment qu'il y a un élément qui ne suit pas dans l'équipe, ben, c'est toute l'équipe qui échoue. Et donc, le peuple chinois a compris, quand il y a un leader, un bon leadership, il faut suivre. Il ne faut pas poser trop de questions, il faut suivre. Et c'est cela qui apporte le succès. Dans certaines démocraties, il y a une opposition tellement forte qui frappe toujours contre le gouvernement, peu importe, qui fait de la démagogie, et ça met des bâtons dans les roues d'un gouvernement pour avancer. Ici, la Chine, avec son peuple qui est donc discipliné, nous avons vu donc le secret de pouvoir, la réussite de la Chine repose aussi bien sur son peuple que sur son gouvernement. Et là, de deux côtés, je suis fier de voir un tel pays avec 1,4 milliard de personnes de réussir aussi vite que ça. Je vois que vous avez mentionné 2 fois la population disciplinée, donc c'est le caractère le plus remarquable ou bien le plus impressionné pour vous, pour la population chinoise? C'est important comme tout, la discipline, la solidarité de vivre.
Écoutez, même moi, je suis issu, vous savez, mes grands-parents sont arrivés à Maurice de la Chine en 1850. Et nous avons donc vécu plus, comme on dit, d'une façon de l'Occident. Et c'est difficile, je fais le mea culpa, de dire que nous, moi inclus, quand nous voyons cela, nous sommes admiratifs, mais c'est difficile aussi à comprendre de suivre cette discipline. Mais je comprends parce que j'ai une éducation de dire que voilà ce que la Chine a réussi à faire en 40 ans, de pouvoir, cette expansion, s'il n'y avait pas de discipline avec 1,4 milliard de personnes, nous avons des pays avec autant de personnes. Mais comment il n'y a pas de réussite? Parce que tout le monde devient, et je reprends encore ce métaphore vers le sport, nous voyons souvent dans des stades où tout le monde essaie de donner des conseils pour dire comment tel ou tel doit faire, alors qu'il y a un entraîneur. Tout le monde veut être entraîneur, tout le monde veut être capitaine, et cela ne marche pas. Il faut, dans une équipe, que ça marche, et c'est il y a non seulement ici, mais il y a certaines possibilités que Singapour, je cite Singapour, parce que Singapour a eu cette même façon de procéder avec un peuple discipliné. Au départ, on a beaucoup critiqué le Premier ministre Lee Kuan Yew, mais après, ils ont vu, aujourd'hui, tout le monde salue la réussite de Singapour aussi. Vous voyez, et je trouve que la Chine, c'est en 1000 fois Singapour. Et nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Comment jugez-vous l'avancement des relations diplomatiques entre les deux pays? D'abord, la Chine a apporté beaucoup son aide en termes d'infrastructure à l'île Maurice. On a construit des réservoirs avec la technologie ou avec l'ingénierie des Chinois, des routes et bien d'autres choses. Il y a tellement que je ne peux pas les citer ici. Et de notre partie, l'île Maurice a aussi été toujours un partenaire idéal pour la Chine. Nous avons toujours suivi les mêmes décisions, nous avons voté pour la même décision sur les niveaux internationaux pour la Chine, que ce soit aux Nations Unies ou ailleurs. Je suis allée à l'île Maurice 2 fois, en 2015 et en 2016, et je vois qu'il y a une communauté chinoise très importante dans la société mauricienne. Comment jugez-vous les contributions des ressortissants chinois à Maurice? Ça a été dit pendant plusieurs fois, j'imagine des centaines de fois. Enfin, je le redis, c'est que nous sommes moins de 2% de la population, mais la culture chinoise, le peuple chinois est partout. De par le fait, parce que les Chinois qui sont arrivés, mes ancêtres sont arrivés à l'île Maurice, ont d'abord mis des commerces en place autour de l'île. Quand l'île n'était pas développée du tout, il n'y avait même pas de route. Mes grands-parents sont allés faire des commerces, des boutiques, comme on dit, des magasins. Et ces magasins pratiquaient ce que n'existait pas dans le monde, c'est la vente à crédit. Je me souviens de mon oncle, j'étais enfant, dans une boutique à la campagne. Il y avait ces agriculteurs qui n'avaient pas d'argent, mais qui voulaient avoir de la nourriture, Mais mon oncle, pour garantir, on partait dans les champs pour voir si les agriculteurs ne mentaient pas, qu'ils avaient vraiment les ressources, que ça, après la récolte, ils auront de l'argent pour rembourser. Donc, on faisait ça, il y avait toujours ces petits carnets qu'on écrivait tous les comptes, chacun avait dessus, et qui payait à la fin du mois. Et cela, c'était la vente à crédit qui a permis, dans l'ensemble de l'île Maurice, à ces agriculteurs, aujourd'hui, la plupart de ces agriculteurs, aujourd'hui, donc, comme il y avait nos anciens premiers ministres, qui sont issus de cette population d'agriculteurs qui étaient dans les champs, aujourd'hui, ce sont les gens, les décideurs du pays. Nous avons donc aidé dans ce sens l'économie mauricienne. Et toujours aujourd'hui, la société chinoise de l'île Maurice, qui est partie beaucoup plus loin dans la finance, les banques, l'automobile et dans l'ingénierie, il y a bien d'autres que cette petite population chinoise mauricienne possède. Et je peux citer aussi que les Mauriciens sont très friands de la cuisine chinoise.
La cuisine chinoise est entrée dans tous les foyers mauriciens. Je crois que l'un des plats favoris des Chinois, ce sont les nouilles chinoises. C'est tellement facile. Il y a d'autres, hein, le riz, le chow fan, le riz frit, le chop suey, les dim sum. Mais c'est très friand. Les Mauriciens adorent cela et puis ils sont fiers. Bon. Qu'est-ce que je peux dire de plus que quand je citais tout à l'heure, je mentionnais la fête du printemps qui est célébrée. Les Chinois qui partagent tous les gâteaux quand il y a les fêtes du Mid-Autumn, la fête de la Lune qu'on appelle à l'île Maurice. Mais là aussi, il y a tous les jours les gâteaux qui sont partagés avec les voisins. Mais il y a cette intégration exceptionnelle des communautés l'un vers l'autre. Où l'île Maurice, nous vivons, c'est comme notre quadricolore, toutes les couleurs, les religions, les communautés vivent ensemble en harmonie. Et un peu grâce aussi, donc les Chinois sont partout. L'accord de libre-échange Chine-Maurice est entré en vigueur en janvier 2021 et il s'agit du premier accord de libre-échange entre la Chine et un pays africain. Comment votre pays utilise-t-il ses atouts propres pour favoriser le développement économique et commercial entre la Chine et Maurice, mais aussi entre la Chine et l'Afrique? L'accord de libre-échange est une preuve de notre étroite collaboration de la Chine et l'île Maurice. Maurice est donc le premier et l'unique pays africain à obtenir cette libre-échange. J'étais ministre, je suis venu ici en 2019 avec l'ambassadeur en place à cette époque qui avait signé l'accord. J'étais témoin et je suis ici en tant qu'ambassadeur, comme par hasard, en janvier 2021 pour voir cet accord de libre-échange prendre forme et donc d'être mis en application. Depuis, nous avons observé environ 50%, plus de 50% d'échanges commerciaux, malgré la pandémie, qui a été donc... on a obtenu cette croissance de 50% d'échanges économiques. Mais aussi, pour dire qu'aujourd'hui, je vois énormément de Chinois, de Mauriciens, qui viennent poser des questions, comment progresser. Et il y a eu un ralentissement au niveau de cette progression, parce que nous avons moins de bateaux pour transporter les marchandises de l'un ou l'autre pays. Et je souhaite donc qu'après la pandémie, il y aura donc plus de bateaux, plus de cargos qui vont donc procéder à transporter nos produits vers la Chine et la Chine vers l'île Maurice. Ces 10 dernières années, quelles ont été les réalisations les plus remarquables obtenues à travers les coopérations entre la Chine et Maurice? Et plus largement, considérez-vous que ces réalisations ont permis d'établir des bases solides pour une coopération approfondie et de longue durée entre la Chine et Maurice? C'est non seulement les 10 dernières années, mais ça a été une échelle qui continue et ça s'accentue avec donc l'échange de libre-accord et avec les décisions de FOCAC. Nous avons vu les 10 dernières années les deux présidents chinois qui sont venus à Maurice. Moi, j'étais là en 2018, j'ai eu plusieurs rencontres pendant ces 2 jours sur la table de négociation avec le président. Et nous avons vu aussi, depuis notre indépendance, tous les premiers ministres élus à l'île Maurice et les présidents sont venus en Chine. Et là, c'est une preuve d'étroite collaboration, de dire que nous portons la Chine énormément dans nos cœurs des Mauriciens. Et cela se produit à chaque fois quand les chefs d'État se rencontrent, il y a beaucoup d'accords qui sont signés. Et là, nous sommes en train de profiter de plusieurs, entre autres, il y a les 50 000 tonnes de sucre rare qui doivent venir en Chine avec ce nouvel accord de libre-échange. Ça commence par un premier 15 tonnes qu'on a vu en 2021
Et cette année, il y aura 20 000 tonnes, et ainsi de suite, ça va s'accentuer. Voilà ce que je peux vous citer, mais il y a une liste des décisions qui ont été prises afin d'approfondir cette coopération entre la Chine et l'île Maurice. Face aux incertitudes engendrées par la pandémie de Covid-19 et des conflits régionaux, comment doivent réagir la Chine et Maurice, plus largement la Chine et l'Afrique, pour lutter contre le phénomène de démondialisation, promouvoir la gouvernance mondiale ou encore favoriser la reprise économique? La Chine est un modèle des petites moyennes entreprises. Tout le monde. C'est un modèle que d'autres pays veulent copier. Et Maurice, nous avons déjà, depuis 2014-2019, prévu d'aider les petites et moyennes entreprises de s'épanouir. Parce qu'on ne peut pas avoir que des grosses sociétés qui continuent à pratiquer cette globalisation. Et là, je pense que la Chine a beaucoup à communiquer, à expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous faites, et nous aussi à l'île Maurice, vis-à-vis de nos facilités que nous offrons. Nous sommes le premier pays africain à avoir une très belle pratique de ce qu'on appelle les facilités de faire des affaires. Vous pouvez aller ouvrir une société à l'île Maurice en moins de 10 minutes. Si vous apportez tous les bons papiers, vous arrivez, vous payez, vous avez votre société qui est enregistrée. Vous avez l'exemple. Les Jeux olympiques d'hiver de Beijing viennent de se clôturer. Je sais que vous avez été invité pour visiter les sites des Jeux olympiques d'hiver. Quelles sont vos impressions sur ces sites et quelles sont vos impressions sur les Jeux olympiques d'hiver organisés par Beijing? C'est les premiers sites de Jeux olympiques d'hiver que j'arrive à visiter. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans d'autres pays pour visiter les sites avant les Jeux. Mais j'ai vu les sites après les Jeux. Mais la mise en place de la technologie, cette façon de procéder, non seulement moi, mais tous les ambassadeurs qui étaient présents, la diplomatie qui était présente, nous étions tous vraiment émerveillés de voir autant d'efforts qui est mis pour les Jeux d'hiver. Et à cette époque, j'avais prédit. Je dis, ça, probablement, ce sera le meilleur Jeux d'hiver organisé. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité, ce n'est plus une prédiction, c'était les meilleurs Jeux olympiques d'hiver qui a jamais été organisés. D'ailleurs, ça a été reconnu par plusieurs athlètes internationaux. Tout dans l'ensemble des athlètes, ils ont félicité les organisateurs, la Chine, de les avoir accueillis d'une telle façon malgré la pandémie. On peut voir sur les réseaux sociaux qu'on arrive à voir, et malheureusement, ces réseaux sont souvent bloqués quand ça arrive à l'extérieur. Les gens n'arrivent pas à voir cette vérité, de voir ce que la Chine a accompli, ce miracle d'organiser un tel jeu, de telle envergure, avec autant de succès, avec autant de facilité donnée aux athlètes. Et c'était magnifique. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aux auditeurs de CGTN de bien vouloir nous suivre. Merci, Chimon.